Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision et Diaspora FM. C'est parti pour 2 heures de décryptage de l'actualité nationale et internationale. C'est bien Matin d'Eden qui démarre chez vous. Tout de suite, le point de l'actualité vue par les canards parus. Ce jour est parvenu à la rédaction d'Eden Télévision de Diaspora FM. Avec vous, Corneille Aïssé, bonjour. Bonjour, tranquillin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici la revue des unes des journaux. Lundi 13 novembre 2017, bienvenue à tous. La revue des titres ce matin d'Eden Cocorico Info pour démarrer cette revue des titres Cocorico Info de ce lundi. Affaire CNSS Métognon, le PCB dénonce l'arbitraire. Affaire CNSS Métognon, le PCB dénonce l'arbitraire. Enrôlement dans le cadre du RAVIP, l'UDBN sensibilise ses militants. L'UDBN de l'honorable Claudine Afiari Prudencio sensibilise ses militants. Et puis à la manchette de ce quotidien, secteur santé, dénouement de la crise. Et pourtant, ce n'était pas compliqué. Qui va réparer les préjudices, se demande le quotidien Cocorico Info. L'événement précis en parle également. Rencontre entre le chef de l'État et les syndicats du secteur à la présidence. Talon dénoue la crise à la santé. Des engagements après. Autre titre avec l'événement précis. Poursuite des opérations de recensement biotiané. S'assure du bon déroulement du RAVIP dans la Donga. Claudine Prudencio se fait enrôler à Dekoumbe, appelle à une mobilisation pour le RAVIP. On va rester avec l'événement précis qui titre aussi COP23. Le président Oumbeji Abimbola et Kassa à Borne. Et puis match amical, le Bénin et la Tanzanie se neutralisent un but partout. On va poursuivre avec l'autre vision. Le quotidien, l'autre vision, adhésion du Bénin à l'AFC, la redynamisation du secteur des infrastructures sous de bons auspices. Talon pose un pas de géant pour le développement du réseau routier béninois. Avec l'autre vision, toujours construction de la maison de la paix à Porto Novo. Albert Evo Idre lance un appel à soutien à l'endroit de bonne volonté. L'autre vision, toujours, Claudine Prudencio mobilise les militants UDBN pour la réussite du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Claudine Prudencio mobilise les militants UDBN pour la réussite de l'opération. Le grand quotidien. Le grand quotidien parle de l'actualité du jour, rencontre entre le chef de l'État et les syndicats de la santé, gestion de la crise qui secoue le secteur de la santé, Talon, le remède qu'il fallait. Talon, le remède qu'il fallait, écrit ce matin le grand quotidien. Le même journal parle aussi d'autres actualités et titre également. Eh bien, médias en ligne au Bénin, le Repomède Bénin porté sur les fonds baptismaux. Estoche Agboton préside le premier bureau exécutif de 11 membres. C'est allié avec le grand quotidien La Guérite. Le quotidien La Guérite débat sur le secteur pharmaceutique béninois hier sur Canal 3. Docteur Falilou Adebo préconise le respect des tests en vigueur. Docteur Falilou Adebo préconise le respect des tests en vigueur. C'est la manchette du quotidien La Guérite. Le même journal écrit aussi supposé détournement à la SONEB. Les clarifications du procureur de la République s'est allié avec La Guérite. On va rester avec La Guérite, page opinion. Le quotidien écrit: il faut respecter les journalistes sportifs. Il faut respecter les journalistes sportifs. C'est allié avec La Guérite. Martin Libre rencontre talent syndicat de la santé. Le gouvernement capitule. La grève bientôt suspendue. C'est allié avec Matin Libre. Affaire rétrocommission à la CNSS. Le DG Diateba écouté par la BEF, la Brigade économique financière. Le potentiel, toujours pour le compte de cette revue des titres, l'actualité ce lundi 13 novembre 2017, c'est un matin d'Eden bien sûr. Le potentiel titre:
Séance de vérité entre le chef de l'État et les praticiens hospitaliers samedi dernier. La fermeté de Patrice Talon remet les travailleurs au boulot. En tournée de supervision dans l'Atakora et la Donga, Biotiane constate l'effectivité du RAVIP dans le septentrion des titres à lire avec le potentiel qui n'a pas manqué de parler aussi de la formation des chefs-service de la mairie de Cotonou, les chefs-service outillés sur le management des services publics. Défi Info, le quotidien Défi Info, rencontre de vérité entre le chef de l'État et les syndicats de la santé. Talon montre le bout du tunnel aux grévistes. Trop, s'exclame le quotidien. Le même journal écrit aussi nouveau défi, nouveau média au Bénin, naissance du réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux. Eustache Agboton préside le premier bureau de 11 membres. On va rester avec Défi Info qui écrit aussi polémique autour de son appartenance à la mouvance. Je reste et demeure un soldat de la rupture, martèle Lazare Serruito. Les détails avec Défi Info. First Info maintenant. Le quotidien First Info a fait Soneb. Voici ce qu'on cache au peuple. Le sieur Rouanou Marcel, grand architecte de la fraude, s'interroge le quotidien. Les questions que le procureur Togbono devrait se poser. Les détails à retrouver avec First Info. On va rester avec ce même quotidien qui titre aussi Dr Falilou Adebo sur l'émission Zone Franche hier. On ne doit pas aider les gens à ouvrir des pharmacies qui ne marchent pas. Les détails, c'est à retrouver avec First Info, le même journal qui titre aussi 12e réunion annuelle de coordination avec les partenaires à Abuja. Eric Adia apporte le soutien de l'AIF à la CEDAO. Le Soleil Bénin Info maintenant. Le Soleil Bénin Info, crise dans le secteur de la santé. Talon débloque la situation, le sens du dialogue et la capacité managériale du chef de l'État applaudit. C'est à lire avec le Soleil Bénin Info. Parlant d'autres affaires ou d'autres actualités, le quotidien titre affaire CNSS. La responsabilité de Kouché totalement engagée. Et puis manœuvre politique dans la 24e circonscription électorale. Titre Soleil Bénin Info. Lazare Serruito, maître de Zobo. Demain, décryptage info. Un décryptage info, 19e édition de la soirée de l'excellence à HECM, de nouvelles promotions libérées, les meilleures célébrées. C'est avec décryptage info, mise en œuvre du RAVIP, la diaspora béninoise s'oppose. C'est à retrouver avec décryptage info et puis trafic des fréquences de la radio Soleil FM. Guy Mitokpe interpelle le gouvernement. Tous ces titres à retrouver avec décryptage info. Le même quotidien titre aussi médiation, gouvernement central syndical de la santé. Un coup réussi pour Patrice Athanase Guillaume Talon. On va boucler maintenant avec l'économiste. Le quotidien L'économiste, projet de loi des finances gestion 2018, 1063,6 milliards de francs CFA pour les recettes et puis rencontre annuelle de coordination avec les partenaires de l'AIF. Eric Adia apporte son soutien à la CEDEAO. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. L'actualité ce lundi 13 novembre 2017. Merci à tous. Le rendez-vous est pris pour la revue encore demain. Merci à vous, Corneille Haïtien. Avant de vous laisser partir, un point sur voilà une mouche qui me dérange dans ce studio. Voilà, je vais finir avec elle. Voilà, un point sur la situation, les travaux de la COP qui a démarré à Born en Allemagne. Oui, pour le moment, ce qu'on peut retenir, on est à mi-parcours des travaux de la 23e conférence des partis sur le climat, et tout au long de cette semaine, les toutes premières questions qui ont été les grandes préoccupations, c'est comment mettre en évidence, comment mettre l'accent beaucoup plus sur l'accord de Paris. Parce que vous savez, que dit l'accord de Paris? L'accord de Paris, c'est un accord juridiquement contraignant et qui vise donc à réduire d'ici 2030 l'évolution de la température terrestre à 2 degrés C, avec l'idéal de rester dans les 1,5. Donc chaque pays participant de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, chaque pays a prévu sa contribution déterminée nationale pour pouvoir lutter contre le réchauffement. Il s'agit ici de limiter en fait le taux d'émission de CO2. Donc chaque pays a apporté ses contributions et il faut maintenant faire l'évaluation à mi-parcours et voir si les pays entre-temps qui sont signataires de la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et également signataire de l'accord de Paris, parce que tous les pays n'ont pas encore signé l'accord de Paris. On peut donner l'exemple de la Russie, par exemple, qui fait partie de la Convention, mais qui n'a pas encore signé l'accord de Paris, de la Turquie également, avec surtout les États-Unis qui, au départ, ont accepté, ont signé, mais qui, vous savez bien l'actualité avec Trump qui a annoncé depuis le 1er juillet dernier le retrait, l'intention donc de retirer les États-Unis de l'accord. Donc ici maintenant, il s'agira maintenant de faire le point et savoir comment ça a évolué entre-temps au niveau de chacun des pays et savoir comment revoir, réviser les contributions de chaque pays pour que l'objectif soit atteint. Mais n'oubliez pas aussi que à la veille de la COP, le 31 octobre, l'Organisation des Nations Unies donc, a mis un accent particulier sur l'échec probable de l'accord de Paris si rien n'est fait. Parce que on a senti que les objectifs énoncés par chaque pays, ça n'a pas été fait comme il le fallait, si bien que 2 ans après l'accord de Paris, c'est comme si on est encore dans une situation un peu statique. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc, c'est le premier enjeu de la COP 23. Et ensuite, il y aura les questions liées aux finances climat aussi. Parce que il y a les pays les moins avancés, comme les pays du G77, comme les pays africains, qui sont des puits à carbone, mais qui subissent beaucoup plus les affres de réchauffement climatique parce qu'il s'agit ici de la planète. Une pollution faite aux États-Unis peut avoir des conséquences au Bénin. Donc, il faut voir comment aider ces pays à faire face au changement climatique. Et ici, on a parlé depuis Copenhague en 2009 d'une cagnotte de 100 milliards de dollars pour pouvoir aider ces pays. Mais ces questions n'ont pas aussi évolué, beaucoup évolué. Donc, ça va être la COP de l'action. Et nous espérons que d'ici jeudi, quand les travaux vont s'achever, que les pays quand même s'engagent véritablement, qu'on évolue sur ces questions, surtout pour aider les pays africains. Mais il faut aussi souligner que ici, les pays africains ou les pays les moins avancés ne tendent pas la main. Ce n'est pas que nous sommes à la traîne et que nous tendons la main. Non, ce n'est pas ça. Ici, il faut comprendre parce que c'est le principe de pollueur-payeur. Celui qui pollue doit pouvoir payer. Donc c'est sur ces principes-là que les grandes nations qui se sont développées tout en polluant sur des siècles la planète... Les grands pays qui polluent, reconnus pollueurs, ils ne paient toujours pas pour leurs actes. Et puis c'est les pays émergents, les pays africains il y a certains financements qui sont disponibles. Et au niveau de la Convention, il y a au total plus de 6 fonds qui sont mis en place, dont le Fonds mondial pour l'environnement et aussi au Bénin, par exemple, qui a un branchement, le Fonds national pour l'environnement et le climat fait partie des embranchements du Fonds mondial pour le climat. Il y a d'autres fonds également qui sont disponibles. Mais ici, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que il faut avoir, pour capter ces fonds, il faut avoir des projets, il faut des initiatives. Et quand on prend les pays les moins avancés, notamment les pays comme le Bénin surtout, ce n'est pas des projets minimes, c'est des projets de grande envergure. Donc, on a constaté qu'au niveau de ces pays, il manque soit des initiatives, des projets qu'il faut, soit les compétences qu'il faut, soit les capacités qu'il faut pour pouvoir capter ces fonds-là. Et c'est justement ça le problème. Donc, aujourd'hui, il y a des fonds qui existent véritablement au niveau des organismes internationaux, au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement, mais il y a des problèmes, il y a ces petites incapacités qui font que les pays africains n'arrivent sur certains pays. Nous avons l'exemple du Sénégal, par exemple, qui a pu capter l'année dernière une somme assez importante pour la promotion des énergies renouvelables à travers l'installation des plaques, la centrale des plaques issues de l'énergie solaire. Et le Sénégal fait partie des pays qui aujourd'hui font beaucoup d'avancées dans ce sens en dehors du Rwanda, l'Afrique du Sud. Dans la sous-région, le Sénégal a pu obtenir un projet comme ça et c'est une grande centrale faite simplement d'énergie renouvelable et d'énergie solaire. Mais au Bénin, il y a des projets qui existent. On ne dira pas non, il y a la communication sur les changements climatiques, il y a un certain nombre de projets. Mais véritablement, au niveau de ces pays, c'est simplement les difficultés de captation de ces fonds qui se posent. Donc, il y aura toutes ces questions seront abordées à bord. Un terrain sur lequel il faut beaucoup travailler, avancer pour permettre aux pays africains de capter les fonds, de mettre en musique. C'est vrai que vous avez tenté tout à l'heure de soulever une question. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans les négociations? Vous savez, quand on touche aujourd'hui aux questions de réduction de CO2, c'est qu'on touche à l'économie des pays. Parce que la forte industrialisation explique le développement de certains
certains pays. Et quand on dit il faut réduire vos émissions à effet de serre alors qu'il n'y a pas encore l'alternative, ici c'est quoi? Quelle source d'énergie peut-on trouver pour aller aussi rapidement dans les productions industrielles que l'utilisation du pétrole? Donc c'est la question, la grande question. Et quand Trump, étant un capitaliste pur, quand lui il a pris le pouvoir, il a essayé de tout changer parce que Obama, ayant un faible pour le climat, a mis en place un certain nombre de programmes comme le Clean Power par exemple, où il y a un certain nombre d'industries américaines qui ont commencé déjà à abandonner l'énergie fossile. Mais quand Trump est arrivé, il a mis un thème à cela. Pourquoi? Parce que ça va affaiblir certainement l'économie aussi. Mais ici, c'est des questions de climat. Donc, beaucoup de pays n'ont pas compris encore, malgré l'alerte donnée par l'Organisation mondiale météorologique. Vous le savez, il y a environ 2 semaines, lui-même a dit que 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète depuis 5 millions d'années. Donc, c'est des questions aujourd'hui, les changements climatiques, quand on parle de réchauffement climatique, c'est évident, nous vivons ça. Mais les pays, pour conserver leur puissance économique, ont du mal à prendre les décisions, à faire les démarches qu'il faut. Lorsque vous prenez la Chine et les États-Unis, qui sont aujourd'hui les pays qui caracolent, quand on parle de pollution, il y a toute une guerre entre ces deux pays-là. La Chine dira non, c'est les États-Unis qui sont plus pollueurs que moi, mais les États-Unis diront non, c'est la Chine. Tout simplement parce que lorsqu'on fait les calculs par taux d'émission de CO2, taux de pollution par habitant, quand on prend chez les Chinois, c'est plus, quand on calcule, c'est supérieur aux Américains. Mais quand on fait le taux global, c'est que l'Amérique vient en tête. Et ça fait une guerre entre les deux pays qui se disent non, c'est toi qui pollue plus, l'autre dit non, c'est toi qui pollue plus. Parlant de la Chine, il y a quelques jours, je recevais, sur vos recommandations, bien entendu, un chercheur enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, à qui je demandais comment les négociations se mènent, les discussions se mènent à ces genres de rencontres, en ce qui concerne notamment les pays africains émergents comme le Nord, le Bénin. Il a dit que voilà, que les pays émergents forment un bloc homogène derrière la Chine, qui est considéré comme l'un des pays les plus pollueurs du monde. Donc, vous ne pensez pas que la Chine utilise les pays émergents pour défendre ses intérêts à la COP? Oui, c'est que la Chine utilise une position un peu délicate, effectivement. Puisque les pays africains, les pays émergents n'ont pas la possibilité de prendre la parole. Aujourd'hui, les pays émergents ont un groupe. Les 77, je crois. Oui, le groupe de 77. Et parmi ce groupe-là, il y a 2 Béninois très, très influents. Djibril Ibila, qui est resté entre-temps point focal de la lutte contre le changement climatique au ministère de l'Environnement, et l'ancien ministre de l'Environnement aussi, Luc Yankadia, qui sont aussi influents. Donc ça, c'est une parenthèse. La Chine, en réalité, aujourd'hui, continue de se mettre du côté des pays les moins avancés. Mais quand on prend aujourd'hui le taux de pollution, la Chine rivalise avec les États-Unis, l'Union européenne, la Russie. Donc, en matière de négociation, en réalité, la Chine ne devait plus être considérée aujourd'hui comme un pays les moins avancés, comme ça se fait généralement. Donc, il y a ces genres de questions, effectivement, qui font que les négociations n'évoluent pas. Mais à la COP23, alors que tout le monde n'attendait peut-être pas une forte délégation des États-Unis, parce que Trump ayant déjà annoncé l'intention de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, les États-Unis se sont fait représenter, fortement représenter. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire quelque part, il y a le fait qu'ils sont conscients de la situation, ces grandes puissances. Et nous allons essayer d'être encore optimiste sur des conclusions de cette COP qui pourront certainement faire changer les choses. Sinon, beaucoup sont sceptiques quand on voit un peu l'évolution. Depuis 23 ans, on parle de climat, mais les négociations n'évoluent pas. Pendant ce temps, le phénomène évolue à une échelle exponentielle. Et donc, c'est tout un danger pour la planète. Merci à vous. On reviendra sur le sujet au cours de nos prochaines émissions. Je vous souhaite déjà une excellente journée. On vous retrouve demain pour un autre point complet de l'actualité vue par les Kana avec Modeste Rondekundi, notre community manager dans la rubrique Geek. On va s'intéresser à comment partager automatiquement vos stories Instagram via Facebook Stories. Voilà, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et puis dans l'instant débat fait croiser comment comprendre le tourment de certains directeurs généraux de sociétés d'État. Invité Alain Torsounon, il est analyste politique.
Peggy Ludovic Dagba sont également sur ce plateau. Pour des raisons exceptionnelles, vous n'aurez pas la rubrique Les clés du monde de James William Bagidi. Par contre, gardez votre position d'écoute pour la page sport de Judicaï Polycap Aïdinou, sans oublier la revue de presse internationale de François Cano. Le bulletin de l'information avec vous, Samson. Ok, bonjour. Bonjour, Tranquina Kad Benotin, mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité en images. Dans le cadre du RAVIP, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti UDBN, s'est rendue ce samedi à l'école primaire publique de Dekungwe. Objectif accomplir son devoir citoyen. Vous l'avez bien dit, et puis elle était pour la circonstance accompagnée d'une forte délégation de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN, parti dont elle est présidente. On va faire le point avec Carole Olaye et Fiacre Voitan. Donner l'exemple à suivre à ces militantes et militants, population de la 6e circonscription électorale en particulier et celle béninoise en général, c'est ce à quoi s'est attelée la présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, en se faisant enrôler à l'école primaire publique Nyekenji de Dekungwe. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio, soumise à chaque étape du processus de l'enrôlement, faite de la collecte des données personnelles, de l'enregistrement biométrique et de la prise de photos, s'acquitte ainsi d'un devoir civique que constitue le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP. Si nous voulons devenir un pays émergent, il faut passer par là. Les pays qui sont émergents aujourd'hui sont passés par là. Il faut que les gouvernants sachent quand même qu'ils sont à l'intérieur du pays. Les nationaux, de même que les étrangers qui sont là. Si vous ne connaissez pas ces personnes, mais vous pouvez abriter des djihadistes, vous voyez. Donc le RAVIP, c'est une très belle idée que le président Patrice Talon a emmenée. Il y a des opposants qui disent: n'allez pas faire le RAVIP. J'ai demandé à mes militants de ne pas suivre ça. Bien avant l'accomplissement de cet acte citoyen, Claudine Afiavi Prudencio et quelques responsables de l'UDBN ont sensibilisé environ 300 militants et militantes devenus des ambassadeurs du RAVIP dans leurs localités respectives au siège du parti à l'usine d'engrais de Cotonou. Une séance d'échange qui s'est déroulée dans la langue fond pour permettre une meilleure compréhension des avantages du RAVIP. Et Donablo Dada. Pour ces responsables, le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP est plus qu'une nécessité. Sans le RAVIP, nous ne pouvons pas avoir une planification à long terme pour le pays. Tout ce que nous avons à faire dans le pays, que ce soit les centres de santé, les écoles, les routes, sont basés sur la connaissance de l'effectif de la population béninoise. La population béninoise est composée des nationaux et des étrangers. Et donc c'est l'ensemble, la connaissance de l'ensemble de cette population qui peut nous permettre de faire une planification à long terme et mettre les infrastructures à disposition de nos populations pour satisfaire les différents besoins qui sont les nôtres dans le pays. Nous avons nominé les gens et ils ont prêté serment. Donc nous avons des ambassadeurs maintenant dans les 77 communes de notre pays. Ceux-là, leur rôle c'est quoi? C'est de relayer l'information. Et ils doivent, comme je l'ai dit, passer de maison en maison pour propager les bienfaits de ce RAVIP. Ces séances de sensibilisation se sont poursuivies dans la Liesse, dans d'autres localités de la commune d'Abomey-Calavi. Dans ce bulletin de l'information sur la séance de travail qui a réuni autour d'une même table au palais de la Marina ce week-end, chef de l'État et l'intersyndicale de la santé.
Il faut préciser que c'est une rencontre, une initiative bien sûr du chef de l'État Patrice Talon lui-même. Durant 3 heures de loge, les deux parties ont échangé afin donc de revoir les différentes positions adoptées ces dernières semaines en ce qui concerne les revendications. Au terme donc des 10 échanges, les membres de l'intersyndicale sont partis satisfaits. C'est du moins ce que nous dit ici Laurent Roland Tonekes, puisqu'il a participé à cette rencontre au palais de la Marina. On va suivre son... J'ai souhaité donc vous rencontrer ce matin pour comprendre davantage, pour mieux apprécier par moi-même les motivations réelles, les points de blocage qui justifient la persistance de ce mouvement qui est préjudiciable à la vie, qui est préjudiciable à la bonne harmonie dans nos pays et qui commence à être caractéristique du secteur. C'est par ces mots que le président de la République, Patrice Talon, a planté le décor pour cette séance qualifiée de tous les espoirs pour désamorcer la crise qui secoue le secteur de la santé. Depuis plus de 2 mois, le secteur de la santé est confronté à une série de grèves qui, du coup, a des conséquences fâcheuses sur les usagers de nos centres de santé. Après les mots introductifs du président de la République, les ministres de la Santé et de la Fonction publique ont présenté une synthèse de l'évolution des négociations. Les revendications se résument en 3 ordres. Ordre financier, lié aux primes, ordre institutionnel, lié aux réformes et ordre administratif lié à la situation des agents non payés depuis 2008 pour certains et 2014 pour d'autres. Après quelques minutes d'échange, un accord sera trouvé pour le premier point d'ordre financier. Quand on règle le problème de prime de risque, avant de passer à la deuxième tranche de prime de motivation, pour que ça ne reste pas totalement à la fin de l'échéance. Ce point est évacué sous réserve que sur les autres points, nous parvenons à nous comprendre. C'est bien ça? Ok. Je vous en remercie. Quant au second point relatif aux revendications d'ordre institutionnel et principalement liées aux réformes, le président de la République n'est pas d'accord avec l'intersyndicale et il ne le cache point. Je vous comprends point. Pas du tout. Vous inscrivez comme motif de grève le fait que le gouvernement exprime une intention d'opérer des réformes dans le secteur. Ce qui est annoncé, ce qui va être fait, même si cela relève d'un non-sens pour vous, et que cela peut être contraire à vos intérêts, ce qui vous est permis de faire, c'est de protester. À l'occasion de réunions, de rencontres, de rendez-vous, d'audiences, ou à l'occasion de manifestations publiques. Et ça se passe dans bon nombre de pays dans le monde. Les membres de l'intersyndicale ont expliqué n'avoir pas été suffisamment informés sur les réformes. Ils ont par ailleurs évoqué la nécessité pour eux d'être impliqués dans le processus de réforme et de mise en œuvre. Ce à quoi le président de la République accédera, mais trouve toutefois incompréhensible que des citoyens perdent la vie alors que des réformes sont juste annoncées. Quant au troisième point d'ordre administratif, le président de la République a donné des instructions aux ministres sectoriels afin que les négociations puissent évoluer. Au terme de la rencontre, un terrain d'entente a été trouvé entre le gouvernement et l'intersyndicale. De toute façon, Adolphe Roussou et ses collègues repartent satisfaits de cette séance qui, selon eux, a été une occasion de franche discussion pour la paix dans le secteur de la santé. Ils ont par ailleurs invité le chef de l'État à communiquer sur ses actions. Cela lèvera certains doutes qui éventuellement peuvent conduire à des situations fâcheuses comme c'est le cas dans le secteur de la santé depuis plus de 2 mois. Voilà un point complet de Laurent Roland Tonekes et de Fréjus Fiossi. Bien avant cette séance de travail, le ministre de la Santé, Alassane Seibou, était face aux professionnels des médias au cœur des échanges. La célébration de la 3e édition de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques prévue pour la période du 13 au 19 novembre 2017. C'est une initiative de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Cette semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour thème demander conseil à un professionnel de la santé qualifié avant donc de prendre des antibiotiques. On va suivre à présent un extrait des propos du ministre de la Santé, Alassane Seibou. Voilà, Alassane Seydou au cours de son point de presse. Il est au micro de Kano François Ngbadé et la de résistance
résistance aux antimicrobiens, notamment aux antibiotiques, constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale et le développement. Un nombre croissant d'infections, surtout bactériennes, devient difficile, voire impossible à traiter du fait de la perte d'efficacité des antibiotiques utilisés pour les soigner. La résistance aux antibiotiques entraîne une prolongation du temps d'hospitalisation des malades, une augmentation de la charge financière pesant sur les familles et la société, ainsi qu'une hausse de la mortalité globale. On estime à plusieurs millions le nombre de décès liés à la résistance aux antimicrobiens, même si l'ampleur du problème, notamment son incidence réelle et son coût socio-économique, reste encore mal connu dans les pays africains, dont le Bénin. Selon des projections, si rien n'est fait d'ici à 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait entraîner 10 millions de décès chaque année et une réduction de 2 à 3,5% du produit intérieur brut. Les manifestations de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques au Bénin, que mon département, au nom du gouvernement, a initié, visent à mieux faire connaître le problème de la résistance aux antibiotiques. Elles seront également une occasion pour promouvoir des mesures simples de prévention des infections, notamment l'hygiène associée aux soins. Ainsi, je voudrais inviter chaque partie prenante à jouer sa partition. À toute la population, je demande de n'utiliser les antibiotiques que lorsqu'ils vous ont été prescrits par un médecin ou un professionnel qualifié. Respectez la posologie des antibiotiques et évitez l'automédication sous toutes ses formes. Aux professionnels de la santé humaine, respectez les protocoles et recommandations de bonne prescription des antibiotiques. Aux acteurs de santé animale, ne donnez des antibiotiques aux animaux que sous contrôle vétérinaire et renforcer la vaccination. Quant à moi, je m'engage en collaboration avec mes pairs et avec l'appui des partenaires techniques et financiers à la mise en place d'un plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens et renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention et contrôle des infections. D'un point de presse à un autre, intéressons-nous à celui donné par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Gilbert Ulrich Togbon. Objectif informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des enquêtes sur l'affaire Soneb qui a conduit le directeur général et quelques-uns de ses collaborateurs en prison. Suivez. Mes services ont été saisis le 1er novembre dernier d'une affaire de prétendu détournement organisé à la Société nationale des eaux du Bénin, Soneb. Le 30 octobre 2017, au ministère de l'économie et des finances, entre les cadres du dit ministère et ceux de la Soneb, s'est tenue une séance de travail qui avait pour objectif le rapprochement des dettes et créances de cette société sur l'État. En effet, certains documents fiscaux produits par les responsables de la Soneb, notamment des commandements et quittances de taxes à valeur ajoutée TVA, se sont révélés douteux et dénotent d'une malversation dont le montant provisoire s'élève à 261 964 852 francs CFA. Une enquête a été aussitôt ouverte par le parquet de Cotonou et a conduit à l'interpellation d'agents et collaborateurs extérieurs de la Soneb par la sous-direction des affaires économiques et financières. L'un des mis en cause a avoué les faits et a décrit dans les moindres détails leur mode opératoire. Les faits d'abus de fonction et de complicité, de fausses attestations et faux certificats semblent évidents à cette étape de la procédure. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l'article 53 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et les articles 59 et 161 alinéa 1 du Code pénal.
le parquet de Cotonou a décidé d'une audience de flagrant délit qui se tiendra le 28 novembre 2017 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le directeur du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé en début de week-end à l'Infosec de Cotonou les travaux de l'atelier d'évaluation des examens nationaux de licence. Et le but de cet atelier est de faire le bilan de l'organisation des examens nationaux de licence 2017 et faire également des propositions. Aristide Setin et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. Directeur de cabinet, cadre à divers niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, promoteur d'établissements privés d'enseignement supérieur, autorité des universités publiques du Bénin, tous ont répondu présents à ce premier atelier d'évaluation des examens nationaux de licence au Bénin. Lancés pour une durée de 48 heures, les travaux en atelier et plénière vont déboucher sur des résolutions subséquentes visant à impulser de nouvelles orientations à l'organisation de ces examens nationaux de licence. Sangaré Ouma Maxime, directeur général de l'enseignement supérieur, revient sur les objectifs de cet atelier. Il s'agira donc entre autres de réfléchir sur les examens au plan organisationnel, humain, réglementaire, financier et communicationnel, d'identifier les difficultés inhérentes à la mise en œuvre des examens, de proposer des mesures correctives améliorantes, de valider le spécimen de diplôme. Pour Bienvenue Koudjor, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette rencontre permettra de poser le diagnostic des problèmes réels rencontrés pendant l'organisation de ces examens nationaux et d'identifier les approches de solutions allant dans le sens de son amélioration. Nous avons pu surmonter nos légitimes diversités pour relever le défi commun. Les examens ont donc eu lieu. Les résultats ont été proclamés et conformément aux dispositions du décret qui les organise, nous nous retrouvons ce jour pour évaluer le chemin parcouru ensemble et pour jeter ensemble les bases d'une continuité plus féconde. À ce titre, notre rencontre doit mobiliser toutes les compétences capables d'apporter des réflexions scientifiques approfondies. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite donc à travers cet atelier les autres promoteurs à rentrer dans les rangs pour une meilleure éducation et un bon enseignement des étudiants en République du Bénin. Fin de société, avant de boucler ce bulletin de l'information, elle a été prénommée Marie Exaucée. Le destin a voulu qu'elle vive. Effectivement, la petite fille Marie Exaucée, née le 6 novembre dernier, a été jetée dans une poubelle à Kadiaon par sa propre mère. Allaitée par l'Office central de protection des mineurs, la sœur Judith Koudia, responsable de l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Donatin Akpakpa, prend soin actuellement de la petite. Elle lance ici un appel aux bonnes volontés. Laurent Roland-Tonekes et Denis Maria. Cette petite fille est née le 6 novembre dernier, mais malheureusement, elle n'a point bénéficié de la chaleur maternelle. En effet, juste après sa naissance, enveloppée dans un tissu avec le cordon ombilical en place et le placenta, elle a été jetée dans une poubelle à Kadiaon. Elle a été retrouvée dans le quartier Kadiaon vers Bon Pasteur, dans la rue de notre ancien président Yahiboum. Donc on l'a retrouvée comme ça, avec le cordon ombilical, le placenta, dans le sang, emballé dans un pain. Donc c'est comme ça, on l'a emmené, on l'a conduit ici, à l'Office central de protection des mineurs. Donc nous l'avons amenée à l'hôpital, elle a suivi les premiers soins et voilà. Les cas de bébés abandonnés ces derniers jours sont légion. La sœur Judith Koudia s'en désole. Mais je vous avoue que ce n'est pas la première fois. On enregistre beaucoup de cas de bébés abandonnés. Le mois de mai à juin dernier, nous avons enregistré au moins 4 cas. Bébés retrouvés suite à d'ordures, juste après la naissance. Un autre bébé retrouvé par patrouille, à semi-craqué. Un autre bébé qu'on a déposé dans une maison. Donc il y a vraiment de ces cas-là. Je me pose la question aujourd'hui de savoir si nous avons encore le respect de la vie.
je me pose la question de savoir ce qui arrive à nos sœurs, à nos filles, à nos mamans. Comment peut-on abandonner une vie dans une poubelle? Vraiment. Prions. Aussitôt retrouvée et ramenée à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Donatin à Akpakpa, la sœur Judith a prénommé la petite fille Marie Exaucée. Selon la sœur Judith Kodia, Marie Exaucée a fait sa première vaccination et tous les contrôles et tests sanitaires ont donné des résultats négatifs. La petite Marie Exaucée se porte donc très bien. Un appel est néanmoins lancé pour aider à prendre en charge la petite Marie Exaucée qui n'a pas demandé à naître. Ceux qui sont animés de bonne volonté pourront se rapprocher de notre centre. Nous sommes situés à Akpakpa, Donatin, et précisément à Akpakpa PK3, dans la rue de l'Est Sonicog. Si vous ne prenez pas la voie pavée qui mène dans la cité du Nouvel Akpakpa PK3, nous sommes au bord de la voie pavée, il y a notre plaque, c'est écrit orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, association CEPAF. Notre numéro de téléphone c'est le 97 72 51 55. Sans commentaire. Ainsi va l'actualité sur EDN Télévision Diaspora FM. Merci à vous, Samson, OK, d'avoir présenté. Merci à vous également et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Diaspora FM à 13h et à 19h, et puis en langue fond et à ISO 15h, 16h. Et sur la télévision, 13h, 17h, 20h, 23h30. Dans un instant, l'instant débat, comment comprendre la situation de certains directeurs généraux de sociétés d'État invités à l'intersonon. Il est analyste politique. Mais avant, voici la tribune subjective et libre que nous consacrons aux conducteurs de taxi moto. On vous aime, réalisé par Aristide Setting qui a rencontré pour nous Félicien Ronton. Il exerce ce métier depuis bientôt 2 ans et s'intéresse à la situation à la SONEB. Maintenant, il y a là, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle Ronton Félicien. Bon, il y a 2 ans maintenant. Moi, je vois que c'est très normal, c'est très important pour que ils n'ont qu'à payer l'argent de l'État, bouffer l'argent qui était volé, ils n'ont qu'à rembourser ça à l'État. Moi, mon point de vue, c'est ça. Rembourser ça parce qu'on doit prendre cet argent-là pour pouvoir faire développer le pays. Parce qu'une seule personne ne peut pas prendre l'argent de l'État et mettre ça dans sa poche. Ça dit que ce n'est pas normal. Ça n'avance pas notre pays. Et c'est tout. Quelqu'un n'attrape pas quelqu'un. On ne met pas quelqu'un en prison. Donc chacun vient, il vole. Il n'y a pas l'impunité. Et puis c'est tout. Qu'à continuer d'avancer.
Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. L'instant débat fait croiser sur Eden Télévision, c'est tous les jours sur Eden Télévision, bien entendu, et Diaspora FM. Le thème du jour, comment comprendre la situation de certains, le tournant, bien entendu, de certains directeurs généraux de sociétés d'État. Un invité dans ce studio, Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Valentin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Avec nous ce matin pour discuter de cette situation que connaissent certains directeurs généraux de certaines sociétés d'État. Alain Tossounan, il est analyste politique, journaliste, bien évidemment, bonjour. Oui, bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, David Babalola, DG Soneb, qui se retrouve en prison. Prudencio Béanzin, lui, DG ANAC, relevé de ses fonctions. Et Laurent Métoyon, président du conseil d'administration de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, bien évidemment, l'ancien, puisqu'il n'est plus là. Eh bien, lui, il est soupçonné de placement hasardeux au niveau de la BIBE. Dites-nous, quand vous analysez tout ceci, qu'est-ce que cela vous suggère? Bon, vous savez, nous sommes à l'ère de la lutte contre la corruption, contre l'impunité. C'est toujours ça. On a vécu la même chose avec le gouvernement Yahi en 2006 où, vous savez, quand le président, dans son discours d'investiture, a promis qu'il allait lutter farouchement contre donc, tout ce qui est corruption et tout. Il était attendu sur cette promesse-là. Aujourd'hui, on se rend bien compte que bon, nous sommes en plein dans cette guerre contre la corruption et tout. Mais je pense que au-delà de tout, c'est que on peut être surpris de constater que quand vous prenez le cas du DG Soneb, que effectivement il a travaillé sous le régime précédent, il a été reconduit et ses comptes, même les comptes de la société, ont été certifiés même en Conseil des ministres. Il a eu des résultats que tout le monde connaît. L'année dernière, je pense que la société a fini avec un excédent budgétaire de près de 4 milliards, ce qui peut être surprenant pour une société comme la Soneb. Donc, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a cette affaire de fausse facture, de fausse quittance a éclaté. C'est de bonne guerre. Maintenant, il faut que la justice fasse son travail par rapport à tous ces cas-là. Et c'est là où il faut absolument inviter donc cette justice à vite éclairer l'opinion publique. Parce que malheureusement, dans tous ces cas, on se rend bien compte aussi que le procès se mène au niveau des médias. C'est ce qu'il faut regretter parce que même au niveau du gouvernement, bon, parfois je me rends bien compte que le gouvernement ne porte pas assez de gants parce que jusqu'à présent ces personnes sont présumées donc innocentes. C'est notre constitution qui le dit. Donc, mais on se rend compte que bon, c'est à croire qu'ils sont déjà jugés et tout quand on lit certains journaux et tout ça. Donc, il faut laisser la justice faire le travail et nous situer par rapport aux responsabilités des uns et des autres au niveau de ces affaires-là. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que cette lutte contre la corruption soit sélective. Il faut souhaiter que, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous révéler un certain nombre de cas. Mais il y a des cas qui étaient attendus. Quand je prends le cas de machines agricoles, ICC Services, et puis les affaires Sensad et tout ça,
on attendait le régime de la rupture sur ces cas-là pour faire la lumière. Le citoyen a bien besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que on savait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient indexées, soupçonnées. Mais ces affaires n'ont pas connu une évolution, mais on se rend bien compte qu'il y a d'autres affaires qui sont en train de... Donc, il ne faut pas que la lutte soit sélective. Ça, il faut souhaiter que, véritablement, que sur tous ces cas qu'on a pu connaître et ou sur lesquels on attendait véritablement que la justice puisse faire son travail là, il faut les mettre tous sur la table pour qu'on puisse avoir la garantie que le gouvernement est de bonne foi dans cette lutte-là et pour qu'on n'ait pas l'impression que cette lutte, elle est discriminatoire. Et sur le dossier de la SONEB, vous avez souhaité que la justice fasse son travail. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou était quand même face à la presse cette semaine pour apporter quelques éléments au sujet des manifestations enregistrées à la SONEB. Oui, vous l'avez suivi? Oui, nous l'avons suivi et je crois que de plus en plus, et c'est là où je dis, c'est là où nous devons tendre. C'est-à-dire que il ne revient pas au gouvernement, parce que parfois, de qualifier les infractions ou il revient au juge seul de qualifier les faits. Donc, le gouvernement peut, avec les audits et tout ça, les contrôles, dire, on a des soupçons de cas de choses là. Et ne pas accuser ou comment on appelle, qualifier les faits. Donc, il faut souhaiter que les acteurs de la justice montent au créneau pour informer les médias des différents cas ou des poursuites qui sont engagées vers les personnes. Donc, je crois que moi, je trouve que la sortie du procureur était la bienvenue pour nous situer sur, parce que tout ce que... le juge n'est pas lié par ce que dit le gouvernement, par les audits. Le juge est lié, c'est-à-dire il reprend son enquête de façon indépendante pour situer les uns et les autres. Il va au fond des choses. Donc, même si en Conseil des ministres, le gouvernement dit, j'ai des cas comme ça, ça reste des soupçons, et il revient au seul juge de pouvoir faire son travail. Et il n'est pas lié parce que, donc, il reprend à zéro ce qui doit être fait. Mais ça lui donne un peu des informations de première main qu'il lui revient de traiter. Donc, il faut souhaiter que les acteurs de la justice, les avocats donc de ceux-là qui sont soupçonnés, c'est à eux donc de nous donner donc des informations sur comment l'affaire est traitée. Il ne revient pas donc aux journalistes de faire le procès de ces gens-là, malheureusement. Mais il faut absolument que, même si la presse doit révéler des choses, même si la presse doit s'intéresser à ces affaires-là, je crois que il lui revient donc de se rapprocher des acteurs de la justice pour aller sur le fond des affaires et non pas, c'est-à-dire tout de suite faire le procès de ces gens-là. Oui, mais la presse, à un moment donné, a été invitée à des rencontres, à des conférences de presse. Vous avez suivi le ministre des Finances qui, à un moment donné, était face à la presse pour expliquer ce qui s'est réellement passé, à juger. Vous l'avez dit, vous l'avez regretté des faits. C'est bien la presse, là, que le procureur, lui, s'est prononcé. Donc, les informations distillées dans la presse, ce n'est que les informations qu'elle a enregistrées. Oui, je suis d'accord, mais... Et dans le même temps, Laurent Métoyon était également sur certains médias où il a parlé. Oui. Donc, ce sont ces propos que la presse également a relayés. Oui, donc, je crois que ces différentes sorties du DG, il y a eu aussi le DG CNSS, voilà, après le ministre Wadaï, sur le cas Laurent Métoyon et tout ça. Il ne faut pas que le gouvernement tombe dans le piège des médias. C'est clair que les médias voudront qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, ceux qui nous gouvernent puissent se prononcer. Mais je crois qu'ils doivent s'abstenir. Parce qu'on dit, lorsque une affaire est en cours et en instruction et tout ça, je pense que le gouvernement est parti à cette affaire. Il ne revient pas au gouvernement de chercher à culpabiliser, à dire, mais voilà ce qu'on a retrouvé, nous pensons que la personne... Non. Je pense que aussi, les médias doivent faire la part des choses. Parce que toutes ces informations sont d'abord... ce ne sont que des soupçons. Il revient au seul juge de pouvoir faire la part des choses. Parce que ce qui arrive, vous vous rappelez de l'affaire PPA2, nous sommes tous ici. Vous avez vu les traitements qui avaient été faits, les personnes ont été... ces personnes peuvent se retourner contre les médias. Parce que si au finish, le jugement, on a eu la décision de justice est un non-lieu, et que vous avez, à travers vos articles et autres, vous avez donc porté atteinte à
à l'honneur donc de ces personnes-là, ces personnes ont le plein droit de se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il faut être assez prudent dans le traitement de ces informations et ne pas tout de suite, comme je l'ai dit, qualifier les gens, parce que vous avez de ces titres-là qui... C'est à croire que les gens ont été déjà accusés et que les gens ont été déjà jugés. Alain Tossono, vous connaissez très bien votre presse, la presse nationale, pour en être membre ou un des principaux animateurs à travers votre canard. Vous savez très bien un peu comment ça se passe dans ce genre de cas. Il y a toujours des dessous, hein, des informations qui circulent en dessous et le traitement de l'information qui doit aller dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir plaire ou ne pas plaire à qui ou à quelqu'un d'autre. Donc c'est tout ça là qui montre quand même aujourd'hui le rôle éminemment important, hein, des médias dans le traitement de ces gens, on va dire la publication de ces genres d'informations. Oui, on ne refuse pas de relayer, de donner l'information aux citoyens qu'il y a une affaire qui éclate. Ça, on est tous d'accord que la presse est dans son rôle. Mais lorsque la presse va au-delà de ce rôle-là et commence à accuser, il ne revient pas à la presse d'accuser. Il ne revient pas à la presse de faire le procès. Il revient à la justice. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Oui, mais justement, c'est pour cela qu'il faut appeler les médias à une certaine responsabilité. Parce que lorsque vous accusez comme ça, c'est que la personne, vous ne respectez pas la présomption d'innocence qui est vraiment protégée. Je vous ai donné le cas de l'affaire PPA2. Mais tous ceux qui étaient mis en cause et qui même étaient mis sous mandat de dépôt ont été tous libérés. Aujourd'hui, ils peuvent revenir et s'en prendre donc aux médias qui les avaient déjà accusés à tort. D'avoir détourné les ressources et tout. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre vraiment le mauvais distinguo qui devrait exister entre la communication et l'information? Oui, justement. C'est pour ça que moi je dis, lorsque ces personnes vont commencer donc à poursuivre donc les médias, c'est les médias qui relaient qui seront beaucoup plus... vous connaissez bien comment ça se passe dans notre code de l'information. Donc, vous qui avez relayé, vous allez payer beaucoup plus de dommages et intérêts que c'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Donc, c'est pour ça que même le gouvernement doit porter des gants. Il faut inviter le gouvernement à plus de responsabilités parce que même en Conseil des ministres, lorsqu'on sort des noms, vous avez encore en mémoire le cas je crois, d'un professeur qu'on a accusé de faux diplômes et tout. Tout à fait. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a remarqué? L'université d'abord s'est trompée, mais s'est rattrapée par la suite. Mais on n'est pas revenu sur l'affaire. Donc cette personne peut se retourner donc contre le gouvernement. Il a été traité de tous les noms. De tous les noms, même la presse qui tout de suite. Donc je crois que c'est pour ça qu'il faut être prudent et porter beaucoup de gants lorsqu'on traite ces informations-là. Il faut laisser la presse professionnelle qui traite des questions juridiques, elle sait bien comment elle le fait. Donc, même dans l'utilisation des termes, bon, les gens ne sont pas accusés. Il revient au seul juge de qualifier, donc de trouver, donc de qualifier les faits. Mais on se rend bien compte quand on lit la presse et tout, ou bien même lorsqu'on relaie de façon intégrale, et puis bon, on dit, bon, voilà, ces cas sont avérés. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. Et c'est pour cela que, bon, moi, j'appelle la presse à plus de responsabilité. Est-ce que la presse n'est pas en train de payer le prix du défaut de l'information officielle? Dans les pays occidentaux, on le sait, dans le cas, par exemple, de la SONEB, le gouvernement va sortir par son porte-parole, dit exactement ce qu'il en est. Et c'est ce que la presse prend et maintenant va creuser, va rechercher les éléments. Mais ici, ça n'existe pas. Un kidam découvre l'information, la met à la une de son journal, d'autres s'en saisissent et puis paf, ça va dans tous les sens. Non, je pense que c'est pas le défaut de l'information officielle. Oui, je pense même qu'au-delà de ça, c'est que c'est le principe même de la séparation des pouvoirs qui a violé. Il ne revient pas au gouvernement de se prononcer de façon tous azimuts sur les affaires. Je pense que parfois le gouvernement doit se retenir. Ce sont seuls les acteurs de la justice qui doivent nous situer. Si une enquête est ouverte, elle est à quel niveau? Si telle personne est mise en examen. Justement, donc je pense que quand on voit les pays de grande culture démocratique, souvent c'est quoi? Vous avez les acteurs, le procureur, c'est lui qui donne l'information qu'une enquête a été ouverte et puis il y a un certain nombre de mises en cause. Alors, les avocats, donc de ceux-là vous allez chercher l'information au niveau de ces avocats-là et vous recoupez pour savoir si les faits sont avérés ou pas. Donc, je pense que c'est comme ça doit marcher. Donc, il ne revient pas au gouvernement d'accabler. Donc, ces gens-là, bon, à travers on sent visiblement que
le gouvernement veut déjà faire leur procès avant même que le tribunal ne statue sur la question. Donc c'est pour ça que moi je dis, il faut laisser la justice. La justice est un pilier de la démocratie. C'est pour cela que l'indépendance de la justice doit se manifester dans le traitement même des informations. Et la presse, vous savez, dans d'autres pays, c'est la presse qui révèle même des grosses affaires. Et lorsque la presse, je pense que le procureur l'a même dit, je crois quand il a rencontré, je crois, le PMB et après le CNPA, mais c'est la presse qui révèle et la justice se saisit des questions. Maintenant, lorsqu'on va vers les gouvernants parfois se disent, bon, nous, l'affaire entre les mains de la justice, nous, on s'abstient de faire des commentaires. Parce que lorsque vous faites des commentaires, les commentaires sont toujours tendancieux. Vous savez, on nous enseigne en journalisme que tout informateur est un manipulateur. Donc, lorsque le gouvernement aussi donne des informations, fait des conférences de presse, tout ça, c'est à croire que le gouvernement tout de suite prend position. Donc, c'est pour cela qu'il faut laisser la justice traiter ces questions en toute indépendance. Parce que, bon, nous savons très bien que nous sommes en apprentissage par rapport au principe de la démocratie. Sinon, il ne revient qu'à la justice de donner les informations sur les affaires afin que la presse puisse vraiment les relayer et faire le travail. Mais si la presse doit toujours relayer tout ce qui vient du gouvernement, le gouvernement est parti par rapport à ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut absolument appeler, je le dis encore, la presse à plus de responsabilité dans le traitement de ces affaires-là. Sinon, après, elle risque de se retrouver devant aussi les tribunaux. Parce que si ces personnes-là, par la suite, comme on l'a connu, je l'ai dit dans le cas de l'affaire PPA2 et tout ça, aujourd'hui, ceux-là peuvent se retourner contre la presse parce que les coupures de journaux existent toujours. Hein, vous voyez. Donc, je pense que nous devons travailler visiblement à être très prudents dans le traitement de ces informations et à donner juste l'information sur ou à aller creuser, à investiguer, mais avec les acteurs de la justice. La responsabilité, elle est partagée. Et puisque quand vous avez les membres du gouvernement qui vous demandent de venir enregistrer des propos concernant, en tout cas, une affaire, c'est clair que la presse n'est pas la seule dans ces conditions à être responsable. Oui, mais il revient à la presse d'appeler le gouvernement à plus de responsabilité, parce que quand l'affaire va s'éclater, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord les médias qu'on va indexer parce que c'est nous qui amplifions. En dehors de ces problèmes de forme, vous avez souhaité que le gouvernement revienne sur d'autres affaires parce qu'il y en a eu. Dès la prise de pouvoir du chef de l'État, M. Patrice Talon, il y avait quand même des audits qui ont quand même révélé des résultats. Il y a même des gens qui avaient défilé au niveau du tribunal de Cotonou et tout. Mais la suite, on ne la connaît pas. Justement. C'est pour ça que je dis que cette lutte contre la corruption ne doit pas être sélective. Elle ne doit pas être sélective. Et je pense qu'il faut donner les moyens et il faut donner les moyens à la justice et laisser la justice faire son travail de façon indépendante et dans la transparence. Effectivement, on se rend bien compte que sur certaines affaires, on n'a pas cette évolution-là. Par contre, sur d'autres affaires, on voit que le gouvernement peut... Quand vous prenez le cas Mentoyon, on se rend bien compte que par rapport à cette affaire-là, vous voyez, le gouvernement a été obligé de demander au ministre des Finances de se prononcer là-dessus. Ensuite, le DG actuel donc de la CNSS s'est prononcé là-dessus. Donc, les affaires ne bénéficient pas du même intérêt au niveau du gouvernement. Et c'est pour cela qu'il faut appeler le gouvernement à avoir la même position, à avoir la même posture sur toutes les affaires, si tant est qu'il est de bonne foi et qu'il veut effectivement lutter contre la corruption. Donc, sur les autres affaires, nous attendons le gouvernement et je crois que ce qu'il faut souhaiter, parce que vous vous rappelez très bien que le garde des Sceaux avait dit que même les audits, on ne va pas les publier et tout ça, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, on commence à révéler, parce que ce qu'il fallait faire, je pense que la bonne méthode serait donc de confier les résultats des audits, s'il y a des soupçons, s'il y a des cas de malversation, de remettre tranquillement l'affaire à la justice, quitte à la justice de commencer à interpeller les gens. Je pense que c'est comme ça les choses devraient se passer. Mais on se rend visiblement compte que, bon, en Conseil des ministres, il faut s'attendre toujours à des cas de... Sinon, vous voyez, et quand les gens commencent à se prononcer, le citoyen, il est embrouillé dans tout ça. Quand on prenait le dossier de Mentoyon, bon, voilà. C'est vrai que lui-même, les médias lui ont donné la parole parce qu'il fallait
il fallait quand même qu'il réagisse, puisque le Conseil des ministres l'a indexé, alors qu'il n'est même pas le seul membre du conseil d'administration. Vous voyez, cette communication autour fait qu'on oublie que les autres il y a aussi d'autres mises en cause. On ne parle pas suffisamment de l'ancien DG qui est aussi interpellé, et les autres membres du conseil d'administration qui ont aussi signé. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on ne politise pas trop ces affaires, parce que si on commence à politiser les affaires, ouais, on est en droit de se demander si le gouvernement est de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais c'est clair que nous devons encourager le gouvernement à lutter efficacement contre l'impunité, parce que nous savons très bien que la corruption et tout ça, ça a des incidences. Vous voyez, on parle toujours des affaires de millions, parfois même de milliards et tout. Dans le cas de PPA, de ces 4 milliards que nous avons été obligés de payer, parce que c'était une exigence du bailleur de fonds de dire, si je dois reprendre la coopération avec votre pays, vous devez rembourser. Nous avons remboursé les 4 milliards et finalement... On a remboursé, finalement ça a été un non-lieu et tout ça. Donc je crois que c'est pour cela que le citoyen doit s'intéresser à ces affaires et demander au gouvernement de bien conduire les dossiers pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on est contre X ou contre Y, mais que le gouvernement est de bonne foi et travaille et laisse la justice. Parce que vous savez, la tutelle de l'exécutif sur le parquet aussi fait que parfois on se demande, mais est-ce que ce n'est pas parce que on peut utiliser donc cela pour pouvoir vite accélérer certains dossiers et peut-être ne pas, vous voyez, le dossier de machines agricoles. Vous rappelez, le député Yahweh avait fait des révélations terribles et tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Des révélations qui ont été rappelées. Récemment, à l'Assemblée nationale, on a tellement suivi de choses. Avec des audios et tout. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport, par exemple, à cette affaire où il y avait déjà un début, bon, enfin, nous, pour le profane que nous sommes, il y avait un début quand même de recherche d'informations sur ces affaires-là. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, bon, ceux-là qui ont été, qui sont soupçonnés, peut-être aujourd'hui, comme ils sont proches du pouvoir, on veut peut-être les protéger. Donc, il ne faut pas que la lutte contre la corruption, la lutte soit sélective. Hein, parce que si nous devons construire notre démocratie, il faut que les règles soient... c'est-à-dire pour tout le monde. Alors, ce que je voulais dire, avant qu'on en arrive là, avant que les affaires n'éclatent, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème? Le dispositif interne de contrôle de ces DG-là, est-ce qu'il fonctionne? C'est vrai, le gouvernement nous révèle qu'un tel, au lieu d'avoir tel agissement conformément aux règles, a dû s'en écarter. Mais avant d'en arriver là, et ça fait plusieurs années que les gens sont en place, est-ce qu'un dispositif de contrôle ne devrait-il pas exister et ne devrait-il pas vraiment quand même contrôler un peu tous ces DG-là afin d'éviter ce que nous sommes en train Non, vous avez, je partage entièrement votre avis parce qu'au finish, parce qu'on parfois on n'arrive pas à récupérer tout cet argent qui se volatilise alors qu'on en a besoin. Vous avez des problèmes au niveau de la santé, de l'éducation et tout ça. Je pense qu'il faut tuer le mal à la racine. Tuer le mal à la racine, ça veut dire qu'effectivement, qu'il faut aller rechercher au niveau donc du dispositif interne de contrôle, parce qu'on se rend bien compte que c'est parce que ça ne fonctionne pas. Sinon, vous avez dans toutes les structures, vous avez d'abord un contrôleur interne ou quelqu'un qui se charge de vérifier. Mais non seulement ça, vous avez l'inspection générale des finances qui à tout moment peut être appelé à faire. Vous avez même au sein des structures d'abord des audits qui sont organisés. Vous avez des audits internes, mais en plus, vous avez les audits que l'inspection générale des finances peut diligenter à tout moment. Mais quand on a tout cet arsenal, quand on a tout ce dispositif-là, et que on se rend bien compte que c'est bien après qu'on constate le désastre, on peut bien vraiment s'inquiéter. Je crois que les premiers qu'on devrait interpeller, c'est ceux-là qui sont payés pour contrôler. À la base, ça veut dire qu'ils ne font pas bien leur travail. Il faut les interpeller pour qu'ils puissent nous dire à quel moment ils ont donné l'alerte. S'ils ont donné l'alerte et que ceux qui sont chargés donc de réagir ne réagissent pas, là on saura qu'effectivement ils ont fait leur travail. Mais on se rend bien compte qu'effectivement que ces dispositifs internes sont inefficaces. Il faut peut-être revoir donc notre dispositif ou peut-être on n'interpelle pas assez ceux-là. Parce que je me rends compte que finalement, ils sont payés pour ne rien faire puisqu'ils
ils font un contrôle interne et à la fin, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes. Même dans le cas vous savez, par rapport au DG Soneb et autres, il n'y a pas que ce cas-là où vous voyez la Direction Générale des Impôts ne reconnaît pas les quittances et autres. Vous savez très bien aussi qu'il y a au niveau de la Direction Générale des Impôts des chèques qui ont été encaissés et tout ça. Il y a une complicité, ça prouve que au niveau même de nos régimes... Il y a même actuellement une affaire en cours à la mairie d'Abomey-Calavi. Ah oui. Donc, des gens perçoivent, des sous déclarent vraiment divisé par 10 ou même par 100. Par 100. Et donc, la commune n'arrive pas donc à avoir les ressources nécessaires qu'il faut. Donc, je crois qu'il faut revoir, comme vous le dites, tout le dispositif interne et mettre à la place, donc, c'est-à-dire les acteurs qui sont chargés. D'abord, il faut qu'ils soient de très grande moralité. Donc, ça revient à dire, mais comment on fait le recrutement de ces gens-là? Parce que si vous avez des gens qui doivent manipuler donc l'argent public et qui n'ont pas une bonne moralité, ça cause problème. Et comment aussi on les contrôle? Ça veut dire que quelque part, on ne contrôle pas assez ceux-là qui sont chargés de faire ce contrôle interne à la base. Et donc de donner l'alerte pour qu'on puisse, qu'on n'attende pas donc de constater les dégâts et de chercher à réparer. Parce que, vous vous rappelez, il y a tellement d'affaires. 70 milliards sous Kérékou, vous vous rappelez, est-ce qu'aujourd'hui on a la suite? Sous le régime Yahi, vous avez vu toutes ces affaires et tout n'a pas été élucidé. Donc, on a encore, sous la rupture, le DG ANAC, bon, il a été nommé il est venu avec le régime de la rupture. Vous avez... déjà, on nous a dit qu'il y a des irrégularités par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut aller rechercher plus le mal. Le mal, ça veut dire que le mal est profond. Il ne s'agit pas de changer donc les acteurs qui travaillent. Ça veut dire que c'est au niveau du dispositif qu'il faut agir pour qu'efficacement on ait les solutions. Sinon, on va jeter les gens en prison et tout ça, mais ça ne va pas régler les affaires. Parce que ceux qu'on jette en prison, ils ne sont pas appelés à rester là longtemps et tout. Donc, maintenant aussi, moi je pense qu'il faut faire en sorte, s'il est avéré qu'à la fin des affaires, que les gens soient vraiment coupables et autres, il faut engager, il faut trouver un dispositif pour, c'est-à-dire pouvoir donc récupérer ces ressources-là. Je pense que dans d'autres pays, il y a des dispositifs pour que les gens remboursent. S'il faut saisir les biens et autres, il faut qu'ils remboursent parce que notre pays a besoin des ressources. Il faut absolument trouver un dispositif pour que les gens puissent rembourser. Parce que ça ne sert à rien de mettre les gens en prison éternellement et tout ça. Donc, il faut absolument aussi récupérer les ressources pour que ces ressources-là puissent permettre de construire le pays. Il est important aussi de donner le bon exemple. Il faut commencer par donner le bon exemple parce qu'on constate que sous d'autres cieux, la voiture qu'un ministre de la République ne peut pas s'acheter. Chez nous, au Bénin, un directeur de société se l'achète tranquillement et aussi au vu de tout le monde et tout ça. Donc c'est quand même important. Mais ça pose globalement le problème de moralité. Comment quand je vois avec Emmanuel Macron qui tout de suite a fait voter une lutte pour la moralisation de la vie publique, ou même les indemnités des députés et tout ça là ont été revues et tout. Donc ça veut dire que quelque part nous-mêmes on doit en arriver là, parce qu'on se rend bien compte que ces directeurs de société bénéficient on les met parfois même, je pense que il est arrivé des moments où ils gagnaient plus que les ministres dans notre pays, parce qu'ils ont tellement d'indemnités et autres. Malgré tout ça, on se rend bien compte que on n'est pas à l'abri de ces... Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que les différentes irrégularités, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau ça se situe? Donc, c'est ça aussi le danger. Parce que tout de suite, c'est vrai que lorsque dans une structure, il apparaît un problème, c'est que tout de suite, c'est le directeur qui est interpellé. Maintenant, tous les acteurs de la chaîne qui interviennent, il faut pouvoir bien situer les responsabilités pour que, sinon un jour, on va demander à Peggy d'être directeur général quelque part, il va refuser. Parce que aussi, il se trouve que parfois, autour de vous, il y a un certain nombre on vous tend des pièges et tout ça. Et vous tombez. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que dans le cas de la mairie d'Abomey-Calavi, il a fallu que le maire dépose plainte contre Inks pour qu'on commence par interpeller un certain nombre de personnes.
On a interpellé 5. Après, bon, on se rend compte que c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que ça. C'est tout un réseau qui est là. Ouais. Et donc, mais s'il n'avait pas eu cette diligence-là de vraiment, donc, mais on aurait dit que c'est lui-même qui protège tout ce réseau-là. Donc, ça veut dire que quelque part, nous devons travailler à revoir donc les dispositifs qui sont mis en place pour le contrôle et surtout éduquer. Et je crois que nos ministères, on n'a plus un ministère de l'éducation malheureusement, et ça parce que ça pose le problème même de la morale. Parce que on va continuer à poursuivre les gens et tout ça, ben, on se rend bien compte que le mal perdure. Il faut absolument qu'au niveau de la couche juvénile, qu'on puisse travailler à faire en sorte que l'enfant sache que le bien public et que l'argent public, il ne doit pas... Le mal est profond. Vous posez un problème éduquer les enfants. très sérieux. Ouais. Moi, vous allez au niveau des institutions bancaires, vous voyez le monsieur, il arrive, il a à peine 18 ans. Et dans son compte, vous en tant que gestionnaire de son compte, vous voyez que le petit, il a 50 millions dans son compte. Il a 20 millions dans son compte. Il a 100 millions dans son compte. Et personne ne dit rien. Il vient à peine de commencer à travailler. Il est encore au collège. Oui. Parfois, il est encore au collège. Ça cause un problème. Et ça ne dérange personne. Et c'est comme ça que ça s'évolue. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense même qu'on a abandonné une initiative de loi contre l'enrichissement illicite. Je pense qu'on doit en arriver là. On l'a réintroduit maintenant, je crois. Oui, mais le gouvernement l'a réintroduit. J'espère qu'on va en arriver là. Parce que dans des pays sérieux, mais vous devez justifier comment vous avez l'argent. On connaît votre salaire. On connaît votre salaire, on sait. On connaît vos revenus. Si vous avez une entreprise, on sait comment ça fonctionne. Si on constate au niveau de votre compte, mais qui a un virement et autres, mais on vous interpelle, comment vous avez, et vous devez justifier. Tant qu'on n'en arrive pas à là, c'est que, mais la lutte qu'on va faire, elle ne va pas prospérer, elle ne sera pas efficace. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des gens, quand ils détournent l'argent, bon, on met les immeubles, on achète des immeubles, on met les noms des cousins, on met les noms des maîtresses et tout ça. On ne peut pas construire notre pays si on continue de fonctionner comme ça. Il faut éduquer à la base les enfants. Aujourd'hui, quand vous demandez à un enfant, ben, il veut devenir douanier, il veut aller aux impôts, il veut aller au trésor, parce qu'il sait que tout de suite là, il va se faire beaucoup d'argent. Or, tout le monde n'est pas porté à aller gérer, manipuler l'argent public. Donc, parce que si vous n'avez pas une grande moralité, vous ne pouvez pas servir dans ces cas-là. Et là, malheureusement, on se rend bien compte qu'effectivement, qu'est-ce que les enfants constatent lorsque dans la famille, il y a quelqu'un qui travaille aux impôts, au trésor, ou chose là, tout de suite, il a de l'argent. Donc, l'enfant, il veut aussi avoir de l'argent, il veut avoir des belles caisses et tout ça. Mais c'est pour ça que je dis, il faut agir sur les enfants pour qu'ils comprennent que autant tu travailles, tu es un enseignant, autant tu es un infirmier ou une chose là, tu travailles pour le pays et l'argent public, ce n'est pas ton argent. Il faut faire en sorte que, effectivement, que la morale, il faut que les enfants s'approprient la morale et que, effectivement, les bonnes mœurs et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants. Merci à vous, Alain Tossounou. On va conclure. Ludovic Dagba. Tout à fait. On est arrivé au thème de cette émission. Et là, selon l'invité et selon les analyses sur ce plateau, il faut quand même laisser la justice faire son travail. Et la justice doit être la porte par laquelle l'information doit être officielle. C'est le procureur de la République qui doit quand même pouvoir révéler si une affaire, et bien sûr, est en cours, si une enquête est en cours, et le gouvernement peut-être pourra intervenir pour apporter quelques précisions. En tout cas, dans tous les cas, nous souhaiterions quand même que cette affaire ou ces affaires puissent aboutir afin que la justice puisse éclairer les uns et les autres. Merci à vous. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h, sur Eden Télévision à 13h30. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement
à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Comment comprendre, comment partager automatiquement vos stories Instagram via Facebook Stories? Voilà, c'est à cette question que Modeste Rondekondi va essayer d'apporter des éléments de réponse. Modeste Rondekondi est le community manager de Eden Télévision de Diaspora FM et sur Eden Télévision sur Matin d'Eden lundi et vendredi. Il nous permet de comprendre un peu l'évolution des technologies de l'information, de la communication à l'aide bien entendu du numérique. Comme je le dis souvent, le monde d'aujourd'hui et celui de demain seront essentiellement numériques. Bonjour Modeste. Bonjour Tranquilla Cabérantin, bonjour madame, messieurs. Voilà, votre week-end, ça a été? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui. Très bien. Voilà, que doit-on comprendre à travers ce thème? Alors, c'est très simple. Hein. Si vous êtes déjà à fond des réseaux sociaux, vous auriez constaté que cette pratique est vraiment répandue sur bon nombre de plateformes sociales. Il s'agit des stories. Il faut entendre ici par stories de petits messages en forme de vidéo ou bien d'images associées, agencées et qui nous permettent de relater un peu notre journée, nos événements, les événements que nous avons vécus dans la journée, nos moments forts dans la journée, tout ça là. On exprime ça par des agencements de photos ou bien de vidéos sur des plateformes dédiées bien sûr. Parmi ces plateformes, nous avons justement Instagram et Facebook tout récemment. Alors, comment nous pouvons partager automatiquement des stories que nous publions sur Instagram, sur nos comptes personnels Facebook? C'est bien sûr de ça que nous allons parler ce matin. Mais avant ça, il faut d'abord nous comprendre qu'est-ce qui peut nous pousser à dire nous allons partager automatiquement les stories, ce que nous partageons sur Instagram, sur nos comptes personnels Facebook. Manque de temps, il faut aller vite, il faut profiter de son temps. D'abord, poster sur Facebook, si ça doit vous prendre une minute, oui. Et sur Instagram, ça fait 2 minutes. Et si vous avez la possibilité en 1 minute de le faire sur deux plateformes, je pense que c'est l'idéal, n'est-ce pas? D'accord. Là, vous êtes dans les secrets de Dieu et ça fait un point parce que c'est justement, il y a... Un point ou c'est un point? Ça fait un point parce que vous n'avez pas tout dit. Mori Aguadia sur ce plateau, on va l'accueillir avant de poursuivre. Bonjour Mori. Bonjour Tranquilla Cadbenoté. Bonjour aux téléspectateurs de DN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Très bien. Gardez votre position d'écoute. D'accord. Bon, allez-y, Modeste. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, le gain manque de temps, c'est-à-dire dépenser peu de temps pour atteindre un bon nombre d'audience, c'est bien sûr l'idée, mais il faut beaucoup plus noter qu'avec cette technique, vous avez la possibilité de multiplier par 2 ou bien plus la portée de votre publication, d'atteindre une grande audience. Si par exemple sur Instagram, vous avez peu d'abonnés, or sur Facebook, vous êtes à des milliers d'amis et d'influenceurs, par exemple, sur votre compte personnel, alors il est utile pour vous de partager, de mettre en place cette procédure pour pouvoir atteindre avec une seule publication, atteindre un bon nombre de personnes rapidement et en moins de temps, comme vous le dites si bien. Et bien sûr, il y a d'autres raisons qui peuvent vous pousser à mettre en place cette procédure, cette manière de publier. Et il s'agit par exemple d'adapter votre vidéo, c'est-à-dire la seule vidéo ou bien la seule photo que vous partagez en stories sur Instagram. Vous avez la possibilité d'adapter directement à l'affichage Facebook sans pouvoir chercher à modifier ou d'autres protocoles compliqués avant de publier sur Facebook. Directement, vous mettez en place la procédure sur Instagram et puis tout est
Tout est fait en réalité à votre place et vous verrez seulement affiché sur votre fil d'actualité Facebook dans la partie stories de votre compte les mêmes histoires que vous avez partagées sur Instagram. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment mettre en place cette procédure automatique, comme vous le voyez déjà à l'écran. Il vous suffit juste de vous connecter à votre compte Instagram et vous allez repérer en bas complètement, en bas et à droite de votre écran d'accueil, votre profil, le cercle rond qui est dans l'extrême droite en bas. Vous cliquez là-dessus et vous allez chercher maintenant à retrouver l'icône représentée par la roue édentée et qui se trouve dans l'angle supérieur droit de votre écran. C'est-à-dire que vous allez cliquer là-dessus, vous allez chercher maintenant les paramètres de story. Ça fait pratiquement le deuxième lien qui va s'afficher au niveau de votre tableau et c'est là que vous verrez maintenant complètement en bas partager votre story sur Facebook. Si c'est pour la première fois que vous faites, vous verrez que ce ne serait pas en bleu comme ça, ce serait en blanc, comme enregistrer photo, partager par exemple, qui est juste au-dessus, ce serait quelque chose comme ça. Maintenant à vous de diriguer avec votre code droit, diriguer vers la droite et ce sera activé. Et la bonne information ici, c'est que vous pouvez stopper ça à tout moment. Si vous voyez que bon, ça vous ennuie, bien que vous ne voulez plus partager automatiquement vos stories d'Instagram vers Facebook, il vous suffit juste de suivre la même procédure, puis de diriguer vers la gauche cette fois-ci, et puis c'est désactivé ainsi. À part ça, que doit-on comprendre? Il y a d'autres éléments à partager avec les téléspectateurs, les auditeurs. Non, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Merci à vous. Mori Agua, vous avez une question? Non, moi, Instagram, une fois je suis allé sur Instagram et puis j'ai vu des gens là-bas. Vous avez vu des gens? Vous avez parlé avec eux? J'ai vu des amis, bon, mais après, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc, puis j'ai abandonné encore. Très bien. Vous savez que ce serait très bien pour vous d'être présent sur Instagram. En tant que présentateur télé, il est important d'avoir son compte Instagram pour partager avec vos amis, vos proches, vos photos, de façon sur votre quotidien, ce que vous faites. Ouais, c'est comme c'est cela. Pas forcément ça. Même en plus de la casquette de journalisme, il y a le côté artistique de la chose. Parce que Instagram, Instagram, même s'il refuse, il veut tout coûte et coûte se ranger du côté des joueurs. Voilà, je ne sais pas si... C'est un artiste. Voilà, et vous pouvez très bien mettre au profit Instagram, bien sûr, pour valoriser, pourquoi pas, et pousser la chansonnette. Voilà, c'est une manière qui pourrait très bien vous arranger et mettre en valeur ces gens-là. Bon, en tout cas. Il faut l'avoir, Maurice. Vous ne le savez pas peut-être. Vous êtes un artiste. Ah bon, vous êtes un artiste. Et je vais mobiliser les ressources nécessaires, capter les fonds nécessaires pour vous promouvoir. Bon, en tout cas, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à comment commencer par faire des spectacles en monologue. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, je vais dire des choses, les gens vont rire. Jamel les milliardaires, vous savez ça? C'est comme ça qu'il a commencé, Mori. Je peux commencer par Placodi, après il faut commencer par à Ijedo, à Bodjedo, et puis... Mori. On va pousser la chansonnette avec qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va pousser la chansonnette avec un député. Un député. Une personnalité du pays. Un ancien député ou non, un député en fonction. Un député en fonction qui fait l'actualité en ce qui concerne la loi d'interdiction d'utilisation des sachets non biodégradables, c'est ça. Donc, vous voyez de qui il s'agit, c'est l'honorable Jean-Eudes Koundé. C'est lui qui a poussé la chansonnette de la plus belle des manières. Merci de le recevoir chez vous. Afoaye kunukuno, afoaye kunukuno, baye sanfo nìkan kó máa fúnra báyìí sanfọ nìkan kó máa fúrọ́ ní pípọ̀ olóòbò gẹ̀ǹfọ́ ọmọ nàìjíríà fúnre olóòbò gẹ̀ǹfọ́ ọmọ nàìjíríà fúnre àfọ̀háyé kùnùkùnù àfọ̀háyé kùnùkùnù àfọ̀háyé kùnùkùnù báyìí sanfọ nìkan kó máa fúnra ní báyìí sanfọ nìkan kó máa fúrọ́ ní pípọ̀ olóòbò gẹ̀ǹfọ́
Omonadia Fonre, Olobo Kenfo, Omonadia Fonre, Afoae Kuno Kuno. Vous savez, dans la vie, chacun a son destin. Il ne faut pas que celui qui est riche se moque de celui qui est pauvre. Il ne faut pas aussi que celui qui est pauvre pense que l'autre, il est extra, etc. Chacun a son destin. Donc, mais nous devons travailler. Voilà. Afoae Kuno Kuno. Afoae Kuno Kuno. Baye Sanfoni Kanko Ma Afurani. Baye Sanfoni Kanko Ma Afuranbo Pipo. Olobo Genfo. Omonaji Ahunre. Olobo Genfo. Omonaji Ahunre. Afoae Kuno Kuno. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Voilà. L'honorable qui a eu à ses côtés un bon instrumentiste. Un bon batteur de temps. On connaît Aïssé qui lui battait la cadence. On le remercie. On remercie beaucoup. On connaît Aïssé et son équipe, Romaric de Vauchy, voilà. Ce sont eux qui nous ont ramené cette chansonnette-là. Merci à l'honorable aussi. Surtout parce que c'est des gens qui n'ont pas de temps. Pas du tout. Qui s'adonnent rarement à ces gens d'exercice. Voilà. Voyez, donc en tant qu'élu de la nation, c'est déjà bien de nous offrir ces bons moments. Merci à vous, Maury Agoua. C'est moi. D'accord. C'est moi. Restez avec nous. Avec plaisir. On va accueillir pour taquiner un peu, pour taquiner un peu l'artiste qui vient de... Le deuxième artiste de la maison. Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Akak Benotin. Bonjour Maury, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Vous avez fait quoi de spécial ce week-end? Il ne dira pas. Il ne peut pas oser nous dire ça à la télévision ici. J'ai travaillé un peu samedi, après... Ouais, j'ai travaillé, après j'ai travaillé encore, et après je suis allé me distraire en soirée. Et puis dimanche, je me suis reposé, voilà. Ah ouais? Vous avez travaillé à la maison. C'est bien ça. Très bien. Non, pas sérieux. La sélection d'Eden. Oui, la sélection d'Eden. Aujourd'hui, nous recevons, disons, un confrère. Puisqu'il est un homme du micro, quand même aussi, il est journaliste, animateur aussi. Il chante également. Donc, et nous sommes lundi, vous comprenez qu'il fait dans du gospel. Il a nom Ahmed Picardi, on l'a découvert, je pense, aux alentours des années 2000, oui, si je ne me trompe pas, que sa carrière a vraiment démarré, avec ce titre-là, titre à succès évidemment, dans lequel il met un peu en lumière ce que vivent les hommes qui se font battre par leurs femmes. Et le titre, qu'ils vous souviennent, Femme kamikaze. Et vous disiez entre autres, moi je veux une femme méchante, une femme qui va me taper, une femme qui va me battre, ainsi de suite. De l'ironie en fait, hein, pour donc dénoncer un peu la chose. Et c'est comme ça que sa carrière a démarré. Il faut dire qu'il est béninois, oui, mais qu'il est né en Côte d'Ivoire. Et le morceau qu'on va suivre dans un court instant sur Matin d'Eden, c'est Problème-Solution, un morceau dans lequel il nous dit finalement que si des problèmes existent, c'est parce qu'il existe aussi des solutions pour. Il nous parle aussi donc justement de la place de Dieu au milieu de tout cela. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, les solutions pour les avoir de la meilleure des manières, c'est tout simplement de se confier à Dieu. Dieu qui nous apporte donc solution par rapport à tous les problèmes qu'on traverse dans la vie. C'est un peu ça le message qui nous passe Ahmed Picardi. Et c'est la vidéo qu'on va suivre maintenant. Problème-solution.
majonye dopone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Ma ouais, majonye dopone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, majonye dopone. Fondo, mina uli Yesu, mau, zenye mloto ganle. La vie ici-bas, y'a des hauts et des bas, Mon frère, ma soeur, faut pas décourager. Zonwenye jeahi, tobidonye kokune. O maunye, jesunye, wenye kan ai. O kentomo, bodo mauche siedi. Azo we blenye, to vile komi. Mawe. Picardie, problème, solution. Picardie, problème, solution. Vous remarquez ici, justement, je parlais de ce morceau qui l'a mis un peu en lumière, qui l'a fait donc connaître du grand public. Femme Kamikaze, qui était dans un autre registre carrément, du coupé décalé, voilà, de la musique de variété. Et pour qui connaît l'artiste, on sait qu'il aime bien à passer des messages à travers ce morceau. Et lors d'un entretien qu'on a eu il y a cela 1 an en arrière, il m'expliquait justement ce qui justifie ce revirement-là, si on peut le dire, donc, dans la rythmique qui accompagne ces messages. Il me disait donc qu'il est résolument ancré maintenant dans de la musique reggae, qui pour lui, et je pense que le commun donc, des mélomanes s'accorderait à le dire, c'est que le reggae est l'une des musiques par essence donc, qui permettent de passer des messages, de faire de la dénonciation. Et c'est aussi cela donc le leitmotiv voilà, de Ahmed Picardie sur ce morceau où il parle donc des problèmes qui vont avec des solutions, si évidemment on met au cœur donc de sa vie Dieu. Et c'est aussi un peu l'histoire de sa vie qu'il nous raconte à travers ce morceau. Parce que quand vous écoutez le monsieur et qu'il nous raconte un peu les problèmes par lesquels il est passé depuis voilà, son enfance jusqu'à un certain moment, vous comprenez que vraiment c'est quelqu'un qui chante pas pour chanter, mais qui chante pour parler, pour passer un message, qui se chante, j'ai presque envie de dire. Merci à vous, Ahmed. Avec moi, Annie Tintin, nous recevons... Annie Tintin, lundi, donc gospel toujours. On va au Congo cette fois-ci pour retrouver un monsieur qui est né au Kassai, je crois, même s'il est du Congo Kinshasa. Et il s'appelle en fait Mike Kalambai, plus précisément. Il est le président du groupe, on peut le dire, président voilà, du groupe Shekinah Music. Et il va venir nous dire en fait qu'il a eu raison de croire en Dieu. Et pourquoi? On va peut-être on va découvrir ça voilà. Juste après la page de Polycap Adine que je vous permets d'accueillir très rapidement sur ce plateau. D'accord. Ben, poursuivons, chers amis. Matin Eden qui va se poursuivre alors qu'il sonne 10h passé de 43 minutes dans quelques petites secondes puisqu'il n'est pas encore 43 en fait. Ouais. Donc on va accueillir Polycap Adine pour parler sport. Polycap, bonjour. Et la réalisation qui s'ouvre, qui est à la revue Inter. Oui, qui est, oui. On doit passer la revue Inter. On prend la revue d'abord. Inter d'abord, après... Il faut l'accueillir d'abord. On l'accueille. Ben bonjour Polycap. Bienvenue. C'est votre émission. Merci. Voici la revue de presse internationale. Réalisation François Cano.
Nouvelle semaine de travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue internationale sur Eden Télévision. Le premier numéro pour le compte de cette semaine. Et nous démarrons par cette information qui concerne l'accident ferroviaire de l'autre côté de la République démocratique du Congo à Afrique.com. Titre: un accident de train dans le sud-est du Congo fait au moins 30 morts. Un accident de train survenu dimanche en République démocratique du Congo a fait au moins 34 morts et au moins 26 blessés dans la province de Lualaba, dans le sud-est du pays, a annoncé un responsable gouvernemental. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Toujours par rapport à cette même information, Africa News revient sur les faits et titre: un accident ferroviaire tue au moins 30 personnes à Lualaba. La catastrophe ferroviaire du dimanche matin dans la province du Lualaba, au sud de la République démocratique du Congo, a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Les recherches sont en cours et le bilan pourrait s'alourdir. Nous quittons la République démocratique du Congo pour le Niger avec la plateforme Jeune Afrique qui titre embuscade meurtrière au Niger, des enquêteurs américains sur place. Des enquêteurs américains se sont rendus le 12 novembre dans le village du Niger où 4 soldats américains ont été tués début octobre lors d'une embuscade tendue par des islamistes armés. Après le Niger, direction, mesdames et messieurs, Kenya avec le Monde Afrique, où Raila Odinga, vainqueur de la crise au Kenya, défaut des urnes. L'adversaire d'Ourou Kenyatta a réussi à vider de toute légitimité le nouveau mandat du président kenyan et à rester le patron incontesté de l'opposition. Pendant que Raila Odinga est le patron incontesté de l'opposition, mesdames et messieurs, au Somaliland, on parle d'une élection présidentielle pour exister. La région autoproclamée, indépendante de la Somalie depuis 1991, organise lundi sa 3e élection présidentielle pour conforter un processus démocratique unique dans la Corne de l'Afrique. Toujours par rapport à cette même information, pour finir avec les infos en Afrique, avec la plateforme de Radio France Internationale, les enjeux de l'élection présidentielle au Somaliland. Le Somaliland organise ce lundi 13 novembre une élection présidentielle. Ce territoire à 4 millions d'habitants, ancienne colonie britannique, s'est déclaré indépendant de la Somalie en 1991 après 10 ans de guerre civile. Mais depuis, il n'est pas reconnu par la communauté internationale. Pourtant, il vit en autonomie et en paix. Le président sortant, Ahmed Silanio, a décidé de ne pas se représenter. 3 candidats se présentent pour lui succéder dans une élection présidentielle aux enjeux multiples. Direction Europe, nous sommes en Pologne où 60 000 personnes défilent à l'appel de l'extrême droite. Les manifestants ont scandé samedi des slogans appelant à la violence et à la xénophobie tels que la Pologne pure, la Pologne blanche. On va finir avec cette information en Catalogne où le bloc indépendantiste se fissure à l'approche des élections régionales. Merci à toutes et à tous de votre attention, mesdames et messieurs. C'est fini donc pour le premier numéro de la revue internationale sur Eden Télévision pour le compte de cette semaine. À demain pour un nouveau numéro. Très bonne journée à chacun et très bonne semaine de travail à tous. Football pour démarrer cette page des sports avec vous, Judicaï Polycap Aïdjounou. Match amical international, le Bénin contraint au match nul par la Tanzanie. Oui, tranquille, cela se passait ce dimanche au stade de Mathieu Kérékou de Cotonou. Vous avez suivi la rencontre, on verra certainement les images dans quelques secondes. Ouverture du score béninoise, 31e minute de jeu sur penalty, œuvre de Stéphane Sessegnon. Alors qu'on découvre donc
pour ce qui concerne les téléspectateurs, les images donc du début de cette rencontre amicale internationale qui opposait le Bénin et la Tanzanie. Je le précisais, c'est le Bénin donc, qui a ouvert le score grâce à Stéphane Sessegnon à la 31e minute de jeu sur penalty. On va revoir dans quelques secondes encore cette image de l'ouverture du score béninois, alors donc qu'on découvre donc cette image. Égalisation tanzanienne, 51e minute de jeu grâce à Elias Magouri. Plus d'autres buts dans cette rencontre, un résultat dont Sessegnon a du mal à se satisfaire. Le capitaine des Écureuils évoque aussi la qualité mauvaise de la pelouse sur laquelle le match a été disputé tranquillement, alors que vous voyez donc la qualité donc de cette pelouse. Avant lui, on entendra le sélectionneur Chomogo évoquer les objectifs qui s'est fixés dans le cadre de ce match amical international. Enfin, des extraits d'interview à suivre un membre de l'encadrement tanzanien. On les écoute. Un match amical FIFA. Donc un match amical, ça permet de tester des joueurs. Donc on avait envie de mettre une équipe en première mi-temps et une deuxième équipe pour essayer de voir si au cas où on a un souci avec certains, on pourra faire confiance à d'autres. Je pense que le contenu, c'était ça. Quand on parle de match amical, c'est en fait ça, tester et donner la chance à d'autres joueurs. Ça reste quand même un match de football. La première mi-temps était bien. C'est toujours les mêmes joueurs en deuxième mi-temps. Il y a aussi l'état du terrain, il y a la pluie. Il faut comprendre que dans un match de football, on ne peut jamais dominer pendant 90 minutes. On a toujours des temps forts et des temps faibles. Donc nous, on a eu notre temps faible et c'est pour ça que ça a un peu flotté. En deuxième mi-temps, on a essayé de donner la chance aux gamins qui pouvaient un peu amener la fraîcheur. Je ne suis pas satisfait de ma prestation. Je suis surtout, vous savez, comme il a dit Omar, c'est un match amical. Et donc ma prestation, que ce soit bonne ou pas, ça m'est égal, excusez-moi du mot, mais je pense qu'il fallait surtout travailler collectivement, mettre un truc en place, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc moi, je préfère plutôt regarder l'aspect collectif à l'aspect personnel. Je suis une pelouse mais qui est catastrophique. Vous voulez qu'on joue au foot? Non, ça voilà. Une pelouse, elle est impraticable. On essaie de faire avec, on essaie de donner le maximum. On ne gagne pas. Il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits. Moi, ça me désole. Maintenant, en ce qui concerne le match, le match, oui. Et c'est pour ça qu'on a la chance de faire des matchs amicaux. Pour pouvoir en tirer des leçons de tout ça. Aujourd'hui, ce match qu'on a fait, on n'est pas satisfait, nous, en premier, parce qu'on vient pour gagner. On ne gagne pas, on ne perd pas. C'est une bonne leçon. Le football, tu ne gagnes pas. Tant que tu ne perds pas aussi, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Cette équipe tanzanienne a montré ce soir. Elle a été un peu timide en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, peut-être, elle s'est lâchée un petit peu. Je ne sais pas si, de notre côté, il y avait un peu de fatigue qui a permis à cette équipe aussi d'imposer son jeu. Mais bon, moi, je trouve que elle a bien joué aujourd'hui. Ça fait un bon match de football. On aurait aimé gagner. Mais je pense que oui, ils ont été malins, ils ont su jouer, et voilà, ils n'ont pas joué avec la pression. Et voilà. Le plus important, quand on vient jouer un match, c'est de gagner. On vient pour gagner, on ne vient pas pour s'amuser. Mais le plus important ici, c'est qu'il y a des Jeux africaines en vue. Donc c'est un match test qui permet de voir déjà comment ça fait de pouvoir jouer à l'extérieur, quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut analyser. En gros, c'était une bonne expérience. Voilà donc pour les réactions de certains acteurs de cette rencontre internationale Bénin-Tanzanie de ce 12 novembre 2017. Place à celle de certaines personnalités. On va entendre Anjorin Moucharaf, président du comité transitoire consensuel de la Fédération béninoise de football, et Oswald Omeki, ministre en charge des sports. Un match amical, un match qui nous permettra de corriger les insuffisances, de voir les forces et les faiblesses de l'équipe pour mieux préparer le match contre le Togo en mars 2018. C'est une rencontre de bon niveau. Le match a été d'un niveau acceptable. On avait en face une équipe bien en place des Tanzaniens et qui ont joué leur jeu. Et je vois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore. Ça veut dire que nous devons continuer par travailler vraiment. Si vraiment nous voulons aller faire le road-up au Togo, il y a quelques réglages à faire. J'espère que l'entraîneur a vu et on a encore 4 mois pour avoir une meilleure équipe pour jouer le Togo. En tant que ministre et supporter de cette équipe, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas gagné le match. On avait souhaité que le dernier match de cette vague de préparation se déroule à domicile. On a voulu que le match soit gratuit, que l'entrée soit libre et gratuite pour le public. Le chef de l'État et son gouvernement ont pris cette décision. Le but était d'offrir la joie à nos concitoyens. Malheureusement, le sport a ses réalités. Et donc, même si en tant que ministre, je suis un peu déçu, en tant que sportif, je suis plus ou moins
on va dire, satisfait parce que le football a ses réalités une fois encore. C'est dommage, on fait un match nul à domicile, mais il faut savoir tirer le son des résultats et continuer à travailler. Il y a quelques jours, on a fait match nul à Brazzaville. Les Congolais étaient certainement dans la même situation psychologique que nous. C'est un match de préparation, on boucle une bonne série. On a eu quelques belles victoires. Il ne faut pas oublier qu'on a battu le Gabon quand même à Marseille. On a battu la Guinée équatoriale, on a fait match nul contre le Congo, on fait match nul contre la Tanzanie à domicile. Je pense que dans l'ensemble, la grande leçon à tirer, c'est qu'il faut continuer à travailler si nous voulons espérer nous qualifier. On ouvre maintenant le dossier des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Place d'abord aux résultats de la zone Afrique. Et oui, ce qu'il faut d'abord retenir à ce propos, ce sont les qualifications de 3 autres pays pour le Mondial 2018. Il y a d'abord la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. On s'intéresse d'abord au cas marocain, le Maroc qui disputait sa rencontre en Côte d'Ivoire, mais qui vous a particulièrement intéressé tranquillement. J'en sais quelque chose puisque nous en avions parlé samedi dernier au moment où le match devait avoir lieu. Le Maroc qui est allé réaliser ce qu'on appelle dans ce cadre le hold-up parfait en Côte d'Ivoire. Le Maroc qui a donc battu la Côte d'Ivoire 2-0. Dirar et Benatia ont inscrit ses buts au 25e et 30e minute. Pas de Côte d'Ivoire donc en Russie l'année prochaine. Hervé Renard a de quoi être satisfait de la qualification du Maroc. Quant à Marc Wilmots, entraîneur des Ivoiriens, il a du mal à s'expliquer son échec. On les écoute. Les joueurs ont réussi un match exceptionnel. Ils ont été présents du début à la fin dans les duels et croyez-moi, si vous regardez la liste des joueurs ivoiriens, c'est pas rien. Donc je pense que tout simplement ce soir le Maroc a mérité sa qualification. Ce soir on est fiers que le maillot marocain, le drapeau marocain revienne à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la 5e qualification pour une Coupe du Monde. Donc c'est pas un petit pays. Il y a 2 manières de voir le match. Si vous voyez les premiers 25 minutes, je crois qu'on était très très bien en place. Et quand tu as la première occasion, si tu la mets au fond, c'est 1-0, ça change tout le match. Et malheureusement, on prend des buts casquettes comme le premier. Je ne sais pas comment il arrive dedans. Et le deuxième, sur une hésitation de notre gardien, on prend le deuxième. Et on est à la 35e seulement. Et là, ils prennent un coup au moral. J'ai eu peur qu'ils lâchent, mais ils n'ont pas lâché. Ils ont fait une deuxième mi-temps où ils se sont arrachés, où ils se sont battus et c'est dur, parce qu'il faut en mettre 3. On s'intéresse maintenant au cas sénégalais, le Sénégal qui doit sa qualification à son succès 0-2 en Afrique du Sud avec 11 points dans le groupe D. Le Sénégal est assuré de disputer donc la Coupe du Monde 2018. Avant son dernier match de ce mardi, Aliou Cissé est heureux pour son groupe. Il tente aussi une comparaison entre l'actuelle génération et puis celle de 2002 qu'on a connue. On écoute d'abord Aliou Cissé et puis on parlera évidemment de cette génération de 2002 après. Surtout pour le groupe que je suis en train d'entraîner depuis 3 ans. Donc, satisfaction aussi pour mon peuple, qui a toujours été derrière cette équipe-là, même dans des moments difficiles, qui ont cru au travail que nous sommes en train de faire depuis 2 ans, 3 ans. La génération 2002, c'était une génération unique, qui avait vraiment beaucoup de talent, qui avait un mental vraiment à toute épreuve. C'est pas du tout la même façon de jouer aujourd'hui. Et c'est vrai que ce mental-là manque parfois peut-être à cette génération. Mais petit à petit, on est en train d'y travailler. Bon, maintenant, comme je dis, ce qui est intéressant pour cette génération, c'était de ne pas louper ce rendez-vous Russie 2018. C'était y aller ou disparaître carrément. Et puis je parlais donc de cette génération de 2002 dont a parlé également Aliou Cissé. C'est cette équipe qui avait donc terminé la Coupe d'Afrique des Nations 2002 à la 2e place, battue par le Cameroun après cette séance de tirs au but. C'est la même équipe qui avait disputé les quarts de finale du mondial de la même année, éliminé par la Turquie. Et quelques noms donc de cette génération 2002, Tony Silva, Ferdinand Coly, Habib Beye, Khalidou Fadiga, El Diouf et évidemment Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Enfin, on évoque la qualification de la Tunisie pour ce qui concerne la zone Afrique. La Tunisie, auteur d'un match nul. Le point
qui lui permet donc de décrocher sa qualification pour Russie 2018 dans le groupe A avec 14 points. L'Afrique connaît désormais donc ces 5 représentants pour le futur mondial en Europe. L'actualité est relative au match de barrage à l'issue desquels la Suisse s'est qualifiée donc pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Au thème du match, retour 0-0 face à l'Irlande du Nord. Les Suisses étaient imposés 1-0 à l'aller. Qualification acquise aussi pour la Croatie, malgré son match nul de 0 but partout en Grèce. L'essentiel avait été fait à l'aller 4-1 et ils sont désormais 28 pays qualifiés. Pour Russie 2018, les 4 derniers pays seront connus dans les prochaines heures, dont 2 en Europe. Et dans cette zone, l'Italie doit gagner son match de ce lundi. L'Italie qui est dominée 1-0 par la Suède après la rencontre. Allez, voilà donc tranquillement ce qu'on pouvait dire sur ce dossier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qu'on referme pour ce qui concerne cette journée. Merci à vous. Je dirais pour le cap avec ce dossier. Ce dossier que nous beaucoup également, ce numéro de matin. Dès le hit inter, ce n'est que partie remise. On se retrouve demain, si tout va bien, pour un autre numéro. Portez-vous bien et soyez zen sur nos antennes. À bientôt.